Le sujet que je vais présenter est un peu trop ennuyeux par rapport à la présentation de M. Godin parce que ça ne correspond pas forcément à ce qu'on voit tous les jours. Voilà, donc je vais vous ennuyer pendant 45 minutes avec des biothérapies qui nécessairement ne sont pas toujours disponibles, en particulier au Maghreb. Donc on m'a demandé de faire une présentation sur les biothérapies en dehors des pathologies dont on parle tout le temps, c'est-à-dire la spondyloarthrite et la polyarthrite rhumatoïde. Vous savez bien que les biothérapies ont changé le quotidien, la prise en charge de ces deux affections. La fin des années 90, le début des années 2000, ça a été vraiment une révolution en rhumatologie. On est passé de pathologies désespérantes pour lesquelles plus de la moitié des patients étaient invalides à une pathologie qu'on pouvait très bien traiter tôt et de façon très efficace. 9 fois sur 10 ou plus, on prescrit une biothérapie dans le cadre de ces deux affections, mais n'empêche que depuis quelques années, on donne de plus en plus de biothérapie dans d'autres affections. Donc je vais exposer des situations dans lesquelles on prescrit actuellement des biothérapies et d'autres dans lesquelles ça fait juste l'objet de recherche et donc on ne sait pas vraiment si ça va faire l'objet d'AMM ou pas. Donc c'est un terrain très large puisque toutes les pathologies qu'on connaît, osseuses, inflammatoires ou mécaniques, font l'objet de recherches ou de cas cliniques intéressants. Et donc, je ne peux pas être exhaustif et je me suis limité aux 3 affections qui ont fait le plus l'objet de recherches dans ce sens, qui sont le lupus érythématosystémique, les vascularites systémiques et l'arthrose. Et je commence par le lupus érythématosystémique. Vous savez bien que c'est la maladie la plus riche en manifestations cliniques, mais aussi en auto-anticorps et son immunologie est extrêmement riche. Et donc naturellement, ça paraît être la maladie qui pourrait faire l'objet de plusieurs essais ciblant plusieurs acteurs de cette auto-immunité et de cette inflammation systémique. Et donc la première étape en fait était automatiquement d'essayer les médicaments qui ont bien marché dans la polyarthrite rhumatoïde et de les essayer dans le lupus érythématosystémique et aussi d'explorer d'autres voies spécifiques au lupus telles que la voie de l'interféron. Et donc on sait bien que maintenant on a des traitements assez efficaces dans le lupus. Le lupus, ça décède peu par rapport à avant parce qu'on a des corticoïdes, on a des immunosuppresseurs qui marchent dans la plupart des cas, mais n'empêche, vous savez que la mortalité elle y est toujours et puis les effets secondaires, notamment les effets secondaires iatrogènes liés aux immunosuppresseurs et à la prise de corticoïdes en long terme. Donc automatiquement, on voudrait bien avoir des traitements qui soient au moins aussi efficaces, voire plus efficaces et qui aient un profil de tolérance qui soit meilleur. Donc je commence par la première cible, le lymphocyte B. Comme vous le savez, c'est un acteur majeur dans la pathogénie du lupus. On a un anti-lymphocyte B qui est disponible actuellement depuis plus de 10 ans dans le monde et qui a été employé dans le lymphome malin et par la suite dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est le rituximab. Et on a une autre piste qui est l'anti-CD22 qui a été développée dans le lupus érythématosystémique aussi. Je commence par le rituximab, vous connaissez tous, c'est un anticorps monoclonal anti-CD20, récepteur CD20 du lymphocyte B. Quelques cas cliniques étaient très bons par rapport au traitement de néphrite lupique et de manifestations articulaires du lupus. Ça a été suivi par les données très bonnes du registre R. Vous savez, le registre R, ça explore la prescription, donc tolérance et efficacité du rituximab dans la polyarthrite rhumatoïde et pas que dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc il y avait plutôt des résultats positifs, mais bien sûr, c'était en ouvert, c'était un registre. Et malheureusement, en 2010 à peu près, il y avait 2 essais cliniques qui étaient négatifs lancés par le laboratoire qui fabrique le rituximab. Donc il y avait l'étude Lunar et l'étude Explorer et qui avaient démontré échoué à atteindre, si vous voulez, l'objectif primaire de l'étude. Donc, dans Lunar et Explorer, qui ont exploré des néphrites lupiques et des néphrites non lupiques, le résultat était négatif, malheureusement. Seulement, ces 2 études ont été très critiquées par rapport à plusieurs choses, entre autres l'élément choisi comme critère principal de jugement et aussi le bras placebo, qui n'était pas en fait un bras placebo, mais était un bras immunosuppresseur plus forte dose de corticoïdes. Donc il était vraiment très difficile de démontrer une supériorité par rapport à un bras qui comporte des traitements réputés très efficaces dans le lupus. Les recommandations récentes de l'ELAR et de l'ACR dans la prise en charge du lupus donnent une place au rituximab, mais uniquement dans les situations où on a une atteinte grave qui en échec aux immunosuppresseurs qu'on utilise tout le temps, par voie orale ou par voie intraveineuse. Donc uniquement dans les manifestations graves, rénales et hématologiques, et uniquement en cas d'échec aux immunosuppresseurs. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a 3 études académiques et non pas sponsorisées par les laboratoires et qui sont en cours, 3 essais cliniques
qui vont essayer d'améliorer, de pallier aux lacunes qu'il y a eu dans les 2 essais sponsorisés. Et j'espère que dans 2 ou 3 années, on aura des résultats probants. Et chacune explore un volet de la maladie lupique, manifestation rénale, manifestation lupus juvénile et lupus avec dégression rapide des corticoïdes. Il y a un deuxième antilymphocyte B qui s'appelle l'épratuzumab et qui ne vise pas le CD20 mais plutôt le CD22. Et la différence entre lui et le rituximab, c'est qu'il a une affinité plus importante et donc une déplétion. Il entraîne une déplétion plus profonde du lymphocyte B. Autre chose aussi, c'est qu'il ne se contente pas uniquement d'induire une apoptose du lymphocyte B, mais il empêche aussi la coopération entre le lymphocyte B et les autres acteurs de l'immunité tels que le natural killer et les monocytes. Il y a eu 2 études de phase 2 publiées avec des résultats qui étaient intéressants, tant sur le plan de la tolérance qui était bonne ou sur l'efficacité, sur le lupus pas grave, hein, c'est-à-dire le lupus hors atteinte rénale et neurologique. Seulement, la phase 3, 2 essais aussi de phase 3, IMBODY 1 et IMBODY 2, qui étaient négatifs, présentés à l'ACR, ensuite publiés, malheureusement avec un résultat négatif. Et non seulement négatif, c'est-à-dire l'objectif principal n'était pas atteint, mais aussi l'essai était interrompu. On n'avait pas inclus l'ensemble des patients qu'on devrait inclure parce que l'essai a été arrêté pour apparition d'effets secondaires graves, particulièrement infectieux. Je reste toujours dans le lymphocyte B, je passe là au BLyS, qui est une protéine qui se dépose au niveau du lymphocyte B et qui induit une différenciation, une prolifération et une augmentation de la durée de vie du lymphocyte B. Et là, c'est au moins une assez bonne nouvelle puisque c'est le premier médicament en 5 ans de traitement de lupus. C'est le premier AMM obtenu dans le traitement du lupus en 50 ans. Puisque la FDA et l'Agence européenne du médicament avaient approuvé l'utilisation du belimumab, qui est un anticorps anti-BLyS dans le traitement du lupus. Donc il y a eu des essais pivots, 2 essais, BLyS 52 et 76, qui avaient démontré une bonne efficacité, une bonne tolérance dans le lupus, une diminution des indices d'activité du lupus. Seulement, le problème avec le belimumab, c'est que cette baisse, cette diminution et cette supériorité par rapport aux immunosuppresseurs classiques, tout d'abord, elle était très modeste. Hein, c'est pas le même effet qu'une biothérapie prescrite dans la spondyloarthrite ou dans la polyarthrite rhumatoïde qui donne vraiment quelque chose de spectaculaire sur le plan clinique. Là, on va sur un effet modeste. Et le deuxième problème, c'est que ça ne donnait pas dans tous les cas de lupus, c'est-à-dire c'est pas tous les phénotypes de lupus qui avaient répondu, donc uniquement les lupus très riches en auto-anticorps et uniquement les lupus caucasiens, puisque une analyse de sous-groupe avait démontré que chez les Afro-Américains, qui d'ailleurs ont une prévalence de lupus plus élevée, ça ne donnait pas beaucoup. Il y a un essai en cours justement chez les Afro-Américains avec des critères de sélection différents afin de tirer au clair l'indication ou la non-indication du belimumab chez les Afro-Américains. Là, je sors du lymphocyte B, je passe au lymphocyte T, qui a une place importante dans toutes les maladies, affections auto-immunes et infections inflammatoires. Donc on a 2 antilymphocytes B, si on peut dire, qui ont été essayés dans le lupus érythémateux. Vous avez les anti-CD40 qui ont été essayés et par la suite abandonnés du fait de l'apparition là aussi d'événements indésirables très importants, particulièrement cardiovasculaires, une augmentation de la prévalence des infarctus du myocarde. Donc le développement a été stoppé des anti-CD40 et l'abatacept que vous connaissez, qui est un traitement de référence dans la polyarthrite rhumatoïde, et dont l'efficacité n'est pas à démontrer, a été tout d'abord essayé dans des cas cliniques avec des résultats plus ou moins bons. Par la suite, dans un modèle murin de lupus avec des résultats encourageants, mais dans le lupus humain, ça avait fait l'objet d'un seul essai qui était négatif sur tous les plans, c'est-à-dire l'efficacité sur le plan articulaire, sur le plan rénal, et donc le développement de l'abatacept dans cette indication a été abandonné. Et enfin, je termine avec les cytokines pro-inflammatoires et les cytokines impliquées dans l'immunologie du lupus. Tout d'abord, les cytokines communes au lupus et aux autres affections auto-immunes, telles que donc la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite. Et donc, on a les anti-interleukine 6 et interleukine 1. Pour le TNF-alpha, ça a été essayé et le résultat a été totalement négatif. Donc, il n'y a pas de place aux anti-TNF-alpha dans le lupus érythémateux systémique.
Pour les anticorps anti-interleukine 6, ils sont très élevés dans le lupus par rapport à la population générale. Et pareil, c'est-à-dire dans une étude sur les rats, dans un modèle lupique animal a été positif. Quant au développement chez l'homme, alors tout d'abord le tocilizumab qu'on emploie dans la polyarthrite rhumatoïde et d'autres affections en RAMM a été essayé uniquement dans un essai de phase 1 incluant 16 patients et avait démontré une bonne tolérance du tocilizumab avec pas nécessairement plus d'événements infectieux que dans la polyarthrite rhumatoïde et une bonne efficacité, mais le laboratoire jusqu'à présent n'avait pas développé d'essai dans ce sens et on ne connaît pas très bien les raisons. Un deuxième anti-interleukine 6, c'est le sirukumab qui connaît un développement en phase 3 dans la polyarthrite rhumatoïde. Et là, dans le lupus, il fait l'objet d'un essai de phase 2 dont on ne connaît pas encore les résultats et qui est disponible sur Clinical Trials. Quant à l'anti-interleukine 1, qui est lui aussi élevé dans le lupus et qui est lui aussi efficace dans la polyarthrite rhumatoïde et dans pas mal de maladies auto-inflammatoires et dans la goutte, dans le traitement de la crise de goutte, il a fait pas l'objet d'un essai clinique, mais d'un essai en ouvert avec un petit effectif qui avait des résultats plutôt positifs, mais comme c'est en ouvert, bien sûr, on ne peut pas tirer de conclusion, et le laboratoire a décidé de ne pas poursuivre de recherche dans ce sens. Là, je sors complètement des traitements communs à la polyarthrite rhumatoïde et au lupus et aux autres maladies auto-immunes, et je passe à des cibles plutôt spécifiques de la maladie lupique, puisqu'on connaît la signature interférent dans le lupus, comme on a la signature anti-TNF-alpha dans la polyarthrite rhumatoïde, on a la signature interférent alpha dans le lupus, et donc ça promet probablement d'être la piste la plus intéressante dans la recherche des biothérapies dans le lupus, puisque actuellement on a deux molécules qui sont en cours de développement, le cifalimumab et l'anifrolumab, et les essais de phase 2 actuellement publiés sont tout à fait positif, avec une réponse SRI4 qui était bien supérieure dans le groupe cifalimumab que dans le groupe placebo, et pareil pour la réponse SRI4 avec le deuxième anti-interférent alpha. Donc on a des résultats tout à fait encourageants et probablement pertinents cliniquement. Et on a un essai de phase 3 concernant le cifalimumab qui est en cours et dont on n'a pas encore les résultats. Je passe vers les vascularites systémiques. 3 vascularites systémiques font l'objet actuellement de recherches dans le domaine des biothérapies. Vous avez les 2 vascularites nécrosantes, le Wegener et la maladie de Sjorge-Strauss, et la maladie de Horton. Pour la maladie de Wegener, on a, comme vous le savez, les corticoïdes, les immunosuppresseurs, donc l'endoxan, les immunosuppresseurs par voie orale qui sont indiqués en première intention, mais on a toujours soit on a dans un tiers des cas à peu près des échecs ou bien des intolérances ou carrément des contre-indications. Et donc la biothérapie peut très bien avoir une place dans les vascularites systémiques et nécrosantes telles que la maladie de Wegener. Tout d'abord, fin des années 2000, on avait l'infliximab qui donnait bien, soit dans des études en ouvert, et donc on a commencé à l'employer. Mais par la suite, il y a eu le rituximab qui donnait des résultats meilleur, probablement meilleur, avec un effet rémanent. Il a fait l'objet de 2 essais cliniques, l'essai RAVE et l'essai RituxVax. Le premier avait comparé le rituximab à l'endoxan par voie orale, voilà, et le deuxième à la voie intraveineuse. Et vous voyez qu'en induction, en traitement d'induction, ça donne tout aussi bien donc l'endoxan par voie orale ou le rituximab, et pareil pour l'endoxan par voie intraveineuse. Donc on a à peu près des résultats comparables. Mieux encore, en cas de rechute de la maladie de la vascularite, le rituximab donnerait mieux, et de façon significative, donnerait mieux que le traitement immunosuppresseur classique. Et il y a eu même un essai qui comparait le rituximab à l'infliximab avec des résultats comparables à l'induction, mais avec une meilleure prévention des rechutes sous rituximab. Donc du fait de sa demi-vie probable, de son effet thérapeutique prolongé, de son faible coût, la tendance bien sûr est à privilégier le traitement par rituximab. D'ailleurs, ça fait partie des recommandations dans le traitement des vascularites nécrosantes de l'ACR, de l'ELAR et du groupe français d'études des vascularites. Donc le rituximab est indiqué en induction chez les Wegener qui présentent une contre-indication
à l'emploi des immunosuppresseurs par voie orale, une contre-indication du genre d'infection grave à répétition ou bien un désir de conception chez les femmes jeunes, puisque vous savez que 40% des patientes sous endoxan vont développer une stérilité définitive. Et il a indiqué aussi en traitement de maintien en cas d'échec aux immunosuppresseurs par voie orale ou les immunosuppresseurs classiques. Le belimumab, traitement qui a prouvé son efficacité dans le lupus non rénal, avait fait l'objet lui aussi d'un essai clinique de phase 3 dans la vascularite de Wegener, ça s'appelle l'essai BREVAS, dont on n'a pas encore les résultats. Dans la maladie de Sjorge-Strauss, moins de recherche en tout cas que dans la vascularite de Wegener. Le rituximab n'a pas fait l'objet d'un essai clinique, mais juste de quelques cas cliniques qui étaient globalement bons, mais pas d'essai clinique jusqu'à présent. Par contre, il y a un autre anticorps monoclonal qui a fait l'objet d'un essai de phase 3 favorable et qui est un anticorps anti-interleukine 6. C'est le mepolizumab. L'interleukine 6, pourquoi? Parce que l'interleukine 6 est un agent qui induit la prolifération des éosinophiles. Voilà, donc ça rentrerait probablement dans la physiopathologie de la maladie de Sjorge-Strauss et ça serait probablement un traitement qui serait spécifique et uniquement indiqué dans la maladie de Sjorge-Strauss. C'est un anticorps anti-interleukine 6 qui a fait l'objet d'un essai clinique avec des injections mensuelles de 720 mg et avec un résultat qui était tout à fait favorable et un profil de tolérance qui était bon. Le seul souci avec le mepolizumab, c'est que son effet est vraiment suspensif et dès l'arrêt du traitement, au bout de quelques semaines, on a une reprise de la maladie. Et enfin, la maladie de Horton. Vous savez que la maladie de Horton est globalement corticosensible, mais on a aussi la corticodépendance dans pas mal de patients avec une surmorbidité, voire une surmortalité. Le méthotrexate n'apporte qu'un bénéfice discret dans la PPR et encore moins dans la maladie de Horton. Les anti-TNF-alpha ont été essayés, mais ça a été un échec. Et le tocilizumab a fait l'objet récemment a fait tout d'abord l'objet de plusieurs cas cliniques qui avaient démontré une efficacité spectaculaire supérieure à celle des corticoïdes et avec un effet d'épargne cortisonique. Par la suite, il y a eu des études en ouvert et plus récemment, à l'ACR 2016, il y a eu un essai clinique de phase 3 qui était tout à fait favorable avec des résultats tant sur le plan de l'efficacité ou de la tolérance qui étaient meilleurs par rapport aux corticoïdes. Vous voyez le bras tocilizumab par voie sous-cutanée hebdomadaire avec plus de la moitié des patients qui étaient en rémission versus un patient sur 7 sous corticoïdes à 1 an, et même concernant le profil de tolérance, que ce soit les événements indésirables graves ou les événements indésirables graves infectieux, où vous avez beaucoup moins de patients, de façon significative bien sûr, beaucoup moins de patients, 15% sous tocilizumab versus 25% sous placebo. La FDA a approuvé l'utilisation du tocilizumab comme traitement de la vascularité de Horton en cas d'échec ou de corticodépendance. Et je termine par l'arthrose. L'arthrose, l'affection rhumatologique la plus fréquente, probablement l'affection la plus fréquente tout court dans le monde, et l'affection pour laquelle on n'a pas encore de traitement tout à fait efficace, à l'instar des maladies rhumatismales inflammatoires. Dans l'arthrose, certes, c'est une affection mécanique, plurifactorielle, mais on a toujours une inflammation locale avec une augmentation en intrasynovial des taux d'interleukine 1, de TNF-alpha par rapport aux articulations non arthrosiques. Donc, plusieurs auteurs ont eu l'idée de cibler donc, les acteurs de l'inflammation tels que le TNF-alpha ou l'interleukine 1, soit par voie locale intra-articulaire, soit par voie générale. Et pourquoi pas aussi cibler le Nerve Growth Factor, qui est un médiateur responsable de la transmission et l'amplification du signal des nocicepteurs, et donc la perception de la douleur. Concernant les cytokines, donc c'était essentiellement des essais évaluant l'efficacité et la tolérance des anti-TNF-alpha par rapport à des traitements standards antalgiques. Et malheureusement, quel que soit l'essai mené jusqu'à présent, ça a été négatif.
Vous avez donc des essais ayant comparé l'adalimumab au placebo, l'étanercept au placebo par voie générale. Il y en a d'autres en tout cas. Et à chaque fois, l'objectif primaire n'a pas été atteint, mais à chaque fois, l'analyse du sous-groupe de patients qui avaient une arthrose, là c'était l'arthrose digitale, donc l'analyse de sous-groupe qui avait une arthrose digitale, mais avec des signes inflammatoires, que ce soit clinique, la synovite clinique, ou bien échographique, la synovite avec Doppler positif, avait donc justement retrouvé une tendance vers une meilleure efficacité de ces anti-TNF-alpha dans le sous-groupe de patients qui ont une tendance vers la poussée inflammatoire clinique ou échographique. Mais c'est resté modeste quand même. Et donc ça ne motiverait pas le développement d'un essai dans ce sens, puisque ça va s'accompagner d'un surcoût très important, vu le coût des anti-TNF-alpha, par rapport à un bénéfice qui est tout à fait modeste. Par voie intra-articulaire, 2 études, pas d'essais cliniques, mais juste des études en ouvert, une concernant l'infliximab en intra-articulaire et l'autre l'anti-interleukine 1, et les deux étaient pareils, étaient négatifs. Donc le VA ne baissait pas, c'était des articulations, de grosses articulations, donc genoux, et le VA ne baissait pas. Il y avait juste une petite amélioration de la douleur à la palpation lors de la visite de contrôle, mais comme c'était en ouvert, on ne pouvait pas trancher entre évolution naturelle ou bien effet thérapeutique. Donc anti-TNF et autres anticytokines dans l'arthrose, pour l'instant, ça ne semble pas constituer une piste très intéressante. À l'inverse, le développement de médicaments qui cibleraient, qui neutralisent le NGF, le Nerve Growth Factor, et ça, par contre, c'est clairement efficace dans l'arthrose périphérique, parce que ça a été essayé uniquement dans l'arthrose périphérique, genoux et hanches. Je vous ai mis l'exemple d'un essai évaluant le tanezumab, qui est un des 3 anti-NGF en cours de développement dans l'arthrose. Là, c'est l'arthrose du genou, et vous voyez que ça fait beaucoup mieux que le placebo. Là, c'est les bras actifs, et là, c'est le bras placebo, et vous voyez que les bras actifs font baisser dès la 3e semaine d'environ 50% le VA, ce qui est tout à fait impressionnant dans une pathologie qu'on connaît, qui est difficile à prendre en charge, qui est l'arthrose. Donc c'est très efficace, c'est pratique parce que c'est une injection toutes les 8 semaines, mais le problème qu'il y a eu, c'est un problème d'effet indésirable, puisque au cours des essais cliniques de phase 3, il y avait la notion d'ostéonécrose du genou, d'ostéonécrose de la tête fémorale, qui précipitait le patient vers le remplacement prothétique et qui donnait parfois carrément des tableaux assez dramatiques, des tableaux qui ressemblent à une ostéoarthropathie nerveuse. En plus de ça, il y a eu une augmentation du nombre de patients avec de nouvelles plaintes de type neuropathie périphérique des mains et des pieds. Donc la FDA en 2010 avait décidé de l'arrêt du développement de tout essai évaluant les anti-NGF dans l'indication arthrose et douleur tout court. Et en 2012, ce blocage a été levé. Et il y a eu donc des études qu'on voyait ici en 2014 et 2016 qui réévaluaient avec des critères de sélection un peu différents, avec des posologies plus faibles, les anti-NGF dans l'arthrose. Je crois et j'espère qu'on aura en pratique courante, au moins chez une sous-catégorie de patients, ce genre de molécules. Vous savez, il n'y a pas que ces 3 affections-là qui font l'objet de développement de biothérapie, mais il y a pratiquement tous les volets de la rhumatologie, qu'elles soient inflammatoires, mécaniques, les maladies osseuses, font l'objet de développement de biothérapie ou carrément de biothérapie qu'on utilise, nous, en pratique quotidienne actuelle. Le Sjögren avec le rituximab, mais les essais étaient négatifs, comme vous le savez. La polymyosite, dans laquelle le rituximab semble être une biothérapie de choix en cas d'échec au traitement de première intention. Dans la goutte, l'anti-interleukine 1 dans le traitement de la crise de goutte réfractaire ou en contre-indication au traitement classique que sont la colchicine, les corticoïdes et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. La pegloticase, qui est un traitement de fond qui permet une réduction importante de l'uricémie, mais indiquée du fait de son coût au cas d'échec aux antigoutteux classiques. La chondrocalcinose, il n'y a pas d'essai thérapeutique dans la chondrocalcinose, mais
plusieurs séries qui démontrent un effet des anticorps monoclonaux anti-TNF-alpha dans les cas réfractaires, et enfin l'ostéoporose avec le denosumab que vous connaissez très bien et qui est la première biothérapie qui a été développée dans l'indication ostéoporose. Voilà, donc je pense que ce n'est que le début, certes, la polyarthrite rhumatoïde et la spondyloarthrite sont vraiment en avance puisque ça fait 15-20 ans qu'on utilise les biothérapies dans ce domaine-là, mais je suis persuadé que dans quelques années, on aura une place assez bien codifiée et assez bonne des biothérapies dans les autres affections, particulièrement celles où on a des situations où on est encore impuissant face aux patients. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps.